Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, une fois Premier ministre, vous êtes toujours Premier ministre. Une fois Président, on est toujours Président. Cher Georges, Excellences, chers amis, merci pour ces mots très gentils. Je dois être flatté une fois par jour. Vous êtes maintenant celui qui a rendu cette tâche. On est tout près de la frontière grecque et turque, et ça me rappelle, je l'ai dit à un des participants, en Belgique, il y a une commune qui est située en fait dans les Pays-Bas, mais qui est territoire belge. Et une fois, j'ai pris la parole, j'étais en Belgique et mon audience était aux Pays-Bas, dans la même salle. On est enfin un petit peu dans une même situation. J'ai préparé un texte, je l'ai dit à Georges, j'ai préparé un texte et je vais m'en tenir à ce texte. Pas essayer d'improviser, sinon je suis un ancien homme politique, on est perdu. Hein. Et ce n'est pas uniquement en Grèce que ça se ferait. Pardon. Donc je maintiendrai à mon texte préparé, mais soyez rassurés, ce ne sera pas ennuyant. Enfin, en tout cas, c'est mon but. Mesdames et messieurs, c'est un cliché que de dire que nous vivons à une époque de changement, voire de bouleversement. Après tout, les enjeux sont bien plus importants, en tout cas pour l'Union européenne. Les enjeux sont existentiels. Je vais vous parler de ces menaces existentielles. Je vais vous parler en deuxième chapitre de la pertinence de l'Union européenne. Mon troisième chapitre sera l'autonomie stratégique, l'indépendance, comme on le dit aujourd'hui, de l'Union. Et enfin, je vous parlerai bien sûr de notre démocratie. Premier point, et je le répète, j'utilise le mot existentiel pour la troisième fois en quelques secondes, nous vivons une époque de menaces. Des menaces profondes, mais aussi des menaces existentielles. C'est tout ou rien, la vie ou la mort, au sens propre comme au sens figuratif. La crise de l'euro portait sur la survie de la zone euro. Quand la Grèce aurait quitté la zone euro, ce sera la fin de la zone euro. C'est aussi simple que ça. La crise de l'euro portait sur la survie de la zone euro et par conséquent de l'Union elle-même. Après tout, cette dernière, l'Union, ne survivrait pas à un retour aux monnaies nationales dans des circonstances chaotiques. Depuis la fin de 2012, l'euro est une monnaie stable et forte, voire trop forte économiquement parlant. Certainement face au dollar dont la valeur a baissé de 10% au cours des 12 derniers mois. La stabilité actuelle de l'euro ne signifie pas que des problèmes ne peuvent pas surgir à l'avenir. Jamais à exclure. Quoi qu'il en soit, l'euro est attractif pour les investisseurs et pour les pays de l'Union n'appartenant pas à la zone euro, ou pas encore à la zone euro. Après tout, la Bulgarie a rejoint le club il y a quelques mois. Nous sommes désormais 21 pays contre 12 au départ. Voilà un projet attractif qui attire de nouveaux membres. La crise des réfugiés, au cours de laquelle 1,5 million de personnes venues du Moyen-Orient sont arrivées dans plusieurs pays européens en l'espace de quelques semaines en 2015, aurait créé une situation intenable, tant sur le plan social que sur le plan politique, si ce flux n'avait pas été arrêté par l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie. Après tout, la générosité initiale de nos concitoyens s'est rapidement transformée en peur, lorsque beaucoup ont réalisé que des millions d'autres pourraient être en route. Le populisme et l'extrémisme auraient connu un essor incroyable sans cet accord. Le Brexit est en partie le résultat
de ce réflexe de peur déclenché par l'afflux de réfugiés sur tout le continent. Beaucoup de Britanniques pensaient qu'ils vivraient cela eux aussi. Le Brexit lui-même est toutefois devenu un problème plus existentiel pour les Britanniques que pour l'Union des 27 pays. La guerre en Ukraine est également existentielle pour l'Union européenne. La Russie avait initialement l'intention de ramener l'ensemble de l'Ukraine sous domination russe. Après quelques semaines, elle a été contrainte de se replier vers le Donbass, où elle n'a pratiquement pas progressé depuis 4 ans, malgré peut-être plus d'1 million de victimes militaires russes. L'Union européenne est le principal soutien de l'Ukraine, qui, espérons-le, deviendra un État membre dès que possible. Surtout lorsqu'on constate la force de l'armée ukrainienne et son importance pour notre propre sécurité. Une annexion de l'Ukraine aurait poussé l'arrogance russe à l'extrême et ouvert la voie à une invasion similaire, principalement dans les 3 États baltes. Même aujourd'hui, ce danger n'est pas tout à fait écarté. Cela obligerait l'Union, également en vertu du fameux article qu'on a redécouvert, l'article 42, paragraphe 7 du traité de l'Union européenne, à faire preuve de solidarité envers ses propres États membres. Je ne fais pas référence pour l'instant à l'article 5 du traité de l'OTAN. Quoi qu'il en soit, les relations avec ce régime russe ne seront plus jamais normalisées. L'année prochaine, l'Union se libérera une fois pour toutes des importations de pétrole et de gaz russes, même si cela implique un coût économique. Cette ère de dépendance ne reviendra jamais. Nous devrons assumer une responsabilité bien plus grande pour notre propre sécurité. C'est pourquoi les États membres auront la possibilité de consacrer 1,5% supplémentaire de leur produit intérieur brut à la défense sans être automatiquement sanctionnés par la Commission européenne. Si ces dépenses de défense passent de 2% à 3,5% du produit intérieur brut, cela représente 250 milliards d'euros